Bienvenue à tous pour cette masterclass au sujet de la valeur. Nous en avions déjà fait un, je crois, il y a une bonne année, hein, vous vous rappelez, Michel et Lucie. Nous avions déjà fait un masterclass pour parler de manière globale et plus particulièrement de la valeur dans les projets. Aujourd'hui, nous allons parler de comment mesurer cette valeur. Bienvenue, prenez place. Nous allons commencer ce webinaire masterclass dans quelques minutes, le temps d'accueillir tous les participants. Ce masterclass va durer 1 heure. Je suppose que avec tout ce qu'on a à dire à ce sujet sur la mesure de la valeur, je suppose que ça risque de déborder, surtout avec toutes les questions et je sais la passion de nos experts qui sont avec nous. On va essayer de faire tenir la présentation pendant 1 heure et pour ceux qui peuvent rester un peu plus, vous aurez la possibilité d'échanger, de débattre. Voilà, nous serons je serai accompagné de 3 personnes, 3 experts en valeur ou en approche valeur qui ont cette expertise de la mesure de la valeur. Je commencerai par de manière galante Lucie Parot, qui participe à l'Université de la Valeur depuis déjà pas mal d'années et qui est une experte en analyse de la valeur depuis plus de 30 ans et dans le monde entier fait des analyses de la valeur sur des produits, sur des services, sur des procédés, enfin dans tous les domaines d'activité. Et puis nous avons également Michel Thierry qui pratiquement les mêmes nombres d'années travaille dans cette analyse de la valeur et lui plus particulièrement sur les projets et adossé et en collaboration beaucoup avec le PMI. Il vous en parlera tout à l'heure. Et puis, pour finir, on a Alexandre Cuva, qui va se joindre un peu plus tard à nous, qui, lui, est plutôt orienté agilité et il nous parlera de la valeur et comment on mesure la valeur au niveau de cette agilité dans ces univers et ces référentiels qui sont Safe, Scrum, etc. Voilà. Ben, écoutez, j'espère que prenez place. Nous allons commencer cette présentation en vous présentant en quelques mots ce qu'est l'Université de la Valeur. Donc, l'Université de la Valeur, c'est une université privée qui regroupe des personnes passionnées d'analyse de la valeur et dans lequel vous retrouvez un centre de recherche, le VALAB, des formations que nous proposons, des certifications aussi, certifications internationales en analyse de la valeur. On anime des ateliers, des conférences et vous pouvez également retrouver un grand nombre de vidéos, de webinaires comme on le fait actuellement sur notre chaîne YouTube. Voilà. Et ce centre de recherche, Valab, a conçu 3 outils, trois éléments qui vont d'ailleurs nous servir pour cette présentation. La méthodologie Value Design, un référentiel, un framework sur la Business Value Analysis and Design et un outil qui permet de faire ces mesures d'analyse de la valeur. On vous en parlera et c'est cet outil qui nous aura servi pour vous présenter ces éléments de calcul. Commençons. Nous allons donc parler valeur et j'aimerais vous présenter un peu comment va se dérouler ce masterclass. On va très rapidement, d'ailleurs c'était dans l'accroche, dans l'invitation de ce masterclass, je vous reparlerai de en quoi la valeur aujourd'hui semble être un facteur clé de succès pour bien nombre d'associations, d'entreprises et de personnes qui aujourd'hui, vous entendez même dans les publicités, hein, en France, nous avons de nombreuses publicités qui mettent en avant la création de valeur, l'entreprise à valeur, l'entreprise qui conçoit de la valeur, etc. On en parle. On parlera de ce qu'est la valeur finalement avec une définition normative qui définit ce qu'est la valeur. Et puis,
on attaquera le fond du sujet, comment la mesurer cette valeur et comment la mesurer à tous les niveaux de l'entreprise. Alors, au niveau économique, Lucie abordera ce sujet. Évidemment, la valeur, elle est financière, mais on verra comment il faut aller la calculer, cette valeur financière. Et puis, au niveau stratégique, au niveau tactique et au niveau opérationnel, comment mesurer cette valeur. Et c'est ce que nous aborderons pendant cette masterclass. Et au final, Michel Thierry nous parlera d'un autre regard peut-être, de sa vision aussi de ce qu'est la mesure de la valeur. Et évidemment, vous serez invités à nous poser plein de questions et des réflexions auront lieu entre tous les experts qui seront présents. Vous avez la possibilité de télécharger le PDF, la version PDF de cette présentation qui est déjà en ligne. Donc, vous cliquez là, vous aurez directement le PDF si vous avez du mal à voir sur votre écran. Commençons par ces facteurs clés de succès. En quoi l'analyse de la valeur est facteur clé de succès? Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez International Business Analysis, IIBA, International Institute of Business Analysis, qui a créé le BA-BOK, met en avant dans sa définition de ce qu'est la business analyse la valeur comme élément clé de l'approche en business analyse, comme un des 6 éléments clés de l'approche en business analyse. En termes de product owner, de la même manière, par rapport à ces 7 éléments, vous avez encore être obnubilé par la valeur, c'est la base du Product Ownership Analysis. Le PMI, lui également, dans sa dernière version du PMBOK 7.0, propose 12 principes, dont l'un des 12 est se concentrer sur la valeur. Et plus particulièrement, se concentrer sur la valeur, c'est la valeur est l'indicateur ultime de réussite d'un projet. Vous vous en doutiez, il l'affirme et il vous parle de Value Delivery Office, qui serait un organe ou un environnement dans lequel on s'assurait de délivrer de la valeur. Au niveau de SAFE, je ne sais pas si vous êtes au courant également, SAFE, c'est un framework, un référentiel autour de l'agile à l'échelle. Et là encore, ils ont défini des principes et le dernier principe, c'est Organize around value, s'organiser autour de la valeur. De la même manière, il y a le Lean et dans le Safe House of Lean, le chapeau, le toit de l'ensemble, le but de tout cet environnement, là encore, c'est la valeur. Ces organismes ont défini donc au cœur de leur stratégie cette notion de valeur. Les entreprises reprennent de plus en plus cet environnement d'analyse et de compréhension et de création de valeur, quelquefois un peu de manière, comment on pourrait dire, un peu de manière opportuniste, un peu comme aujourd'hui on parle de green ou d'être durable, etc. Certaines entreprises abordent et parlent de durabilité sans forcément faire du durable. On retrouve souvent cette notion de création de valeur un peu à toutes les sauces. Et j'aimerais justement remettre l'église au milieu du village à travers des définitions normatives, donc qui sont à l'origine de ces analyses de la valeur et sur lesquelles nous nous baserons pour la mesurer. Cette définition normative, nous l'avons prise sur la norme européenne, la 12973, qui a été révisée en 2020. Donc, c'est une norme européenne de l'ISO qui définit la valeur comme un équilibre, et ça c'est intéressant, cette notion d'équilibre, entre les avantages qu'on va acquérir
et les inconvénients qui sont générés. Ben, je sais pas, dans le Covid, vous avez souvent entendu parler, malheureusement quelquefois, mais quand on parlait de vaccins, quand on parlait de tout ce qui était nécessaire à sauver ces vies, autres, on parlait de bénéfices-risques. Les bénéfices, les risques, ben, c'est cet équilibre qu'on a à faire régulièrement, euh, que ce soit en termes, donc, on pourrait résumer en termes d'utilité, comment trouver tous les éléments qui servent à répondre aux besoins de toutes les parties prenantes, tout en minimisant, enfin en équilibrant les dépenses, tout ce qui va être dépensé, tous les impacts qu'il va y avoir pour satisfaire ses besoins. Et c'est cet équilibre entre les deux qu'on va chercher à optimiser pour créer de la valeur. Alors, on simplifie cette définition par cette équation, ce qui nous permettra de mieux comprendre comment la créer, cette valeur. Mais pour résumer, cette valeur pour toutes les parties prenantes, c'est satisfaire leurs besoins, l'utilité, par rapport à la consommation de ressources. On rajoute de plus en plus, et l'environnement et tout cet univers de la durabilité impose, et d'ailleurs vous l'avez vu dans la définition principale, hein, de prendre en compte ces impacts. Donc on va rajouter à cette équation simple d'utilité sur coût les impacts. Alors souvent on entend parler des impacts négatifs, on les met comme étant une ressource ou comme étant quelque chose qui va être un désavantage, mais on doit parler aussi des impacts positifs qui sont des avantages, des bénéfices qu'on pourrait retirer dans le cadre de la mise en œuvre d'un produit et donc de sa création de valeur. Au final, si on reprend cette définition, on a ici toutes les manières de créer de la valeur. Vous avez en fait 4 manières de créer, bon, 4, il y en a plusieurs, mais disons 4 grandes manières de créer de la valeur, soit en augmentant le numérateur, c'est-à-dire l'utilité et les impacts positifs, mais en faisant très attention de ne pas augmenter les coûts, donc en stabilisant les coûts. C'est ce qu'on fait quand on améliore, quand on écoute les clients et qu'on trouve à satisfaire toujours plus le client pour qu'il s'intéresse à nos produits. Ben, on crée de la valeur en augmentant l'utilité. De la même manière, si on augmente très fortement l'utilité tout en augmentant un peu les coûts, bah là aussi, ce différentiel entre utilité et coût sera positif, donc on aura une création de valeur, et c'est souvent le cas ici dans l'innovation, où ces innovations vont créer des nouvelles utilités très importantes, iPhone, le vaccin pour le Covid, et là, par contre, vous voyez, ça va générer énormément de coûts, mais le différentiel entre les deux devra rester positif, et c'est le cas des innovations. Pareil, et celui-là, il a été souvent mis en œuvre dans une mauvaise compréhension quelquefois des actions d'analyse de la valeur, mais en effet, si on diminue drastiquement les coûts, la consommation de ressources, ben, et on conserve l'utilité, là encore, on crée de la valeur. C'est ce qui se passe souvent quand on appelle ça le cost killing, mais on cherche à l'optimisation, à l'efficience, à la performance. On va chercher dans le lean à chasser le gaspillage pour limiter les coûts dans notre chaîne de valeur. Ben, on est ici au niveau de cette création de valeur par les coûts, par la baisse des coûts ou des consommations de ressources. Tiens, c'est intéressant parce que on nous parle de consommation de ressources et on nous parle de sobriété beaucoup. Euh, Finalement, on peut dire que si on a une action de sobriété, c'est-à-dire de consommer moins de ressources, et si notre utilité n'est pas impactée, la satisfaction de nos besoins ne sont pas impactés, eh bien, il y a création de valeur. Donc, c'est intéressant de savoir que finalement, des actions durables, des actions environnementales, peuvent avoir une notion de création de valeur.
Et puis pour finir, c'est la meilleure création de valeur possible, c'est d'augmenter le numérateur et de baisser le dénominateur, c'est-à-dire de créer le plus d'utilité possible tout en diminuant le maximum de coûts. Et ça, c'est faire plus avec moins. C'est ce qu'on envisage et ce qu'on a comme cible quand on fait des démarches d'amélioration de la valeur. Après avoir vu la définition de la valeur et avoir remis, comme je le disais, l'église au centre du village, abordons le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, mesurer la valeur. Avant toute chose, et avant de mesurer cette valeur, nous avons deux étapes nécessaires, comme on l'a vu précédemment. En amont, nous avons à identifier la satisfaction des besoins. Quels sont ces besoins que l'ensemble des parties prenantes avons à satisfaire? C'est en business analyse ce qu'on appelle l'élicitation. Et là encore, dans cette approche value design, nous avons un ensemble d'outils qui permettent d'aller chercher le plus de besoins possible. Une fois avoir récolté l'ensemble de ces besoins, il est très important de structurer cet environnement de besoins sous forme hiérarchique, c'est-à-dire le besoin de plus haut niveau, qu'on pourrait d'ailleurs appeler les besoins stratégiques, les besoins un peu plus bas niveau qui sont les réponses aux besoins stratégiques, on les nomme souvent les besoins des parties prenantes, et puis encore plus détaillés, nous rentrons dans les besoins. Pour répondre à ces besoins de parties prenantes, qu'est-ce que la solution devra faire? Et là, nous sommes plutôt dans les exigences de la solution. Alors, on va rassembler tous ces besoins, les structurer de cette manière, et enfin, pouvoir mesurer cette valeur. Cette mesure de la valeur, je reprends l'arbre, cette fois-ci je l'ai mis sous forme horizontale et non pas verticale comme vous l'avez vu précédemment, pour vous montrer que nous allons pouvoir mesurer la valeur à tous les niveaux de l'entreprise, au niveau stratégique, au niveau tactique, au niveau opérationnel, et également au niveau économique, parce que, comme vous l'avez compris, nous insistons sur le fait que la valeur n'est pas seulement financière, mais elle l'est quand même financière également. Donc, nous aborderons également comment la mesurer de manière économique. Et d'ailleurs, ça sera la première intervention qu'on va réaliser, que Lucie va nous présenter, parce que mesurer la valeur sous forme économique, mais en prenant en considération l'ensemble du cycle de vie de la valeur. C'est ce qu'on appelle le life cycle cost, le coût du cycle de vie que va nous présenter Lucie. Bienvenue à toi, Lucie, et je te laisse la parole. Vous m'entendez là, ça va? Oui, on t'entend très très bien, il n'y a pas de OK, problème. parfait, merci. Donc, on parle aujourd'hui de comment mesurer la valeur des projets et je vais vous parler de ce qu'on appelle le coût de cycle de vie. Quand est-ce qu'on l'utilise? Donc, un peu le contexte, analyse la valeur et coût, les différentes méthodes comptables, mais particulièrement le coût de cycle de vie ou ce qu'on appelle en anglais le total cost of ownership. Le contexte, bien souvent dans les ateliers d'analyse à valeur, les gens émettent des propositions d'amélioration qui sont souvent soit des suggestions d'achat d'équipement ou de nouvelles méthodes ou un nouveau processus. Et là, il faut convaincre le client que ce qu'on propose ici est mieux, qu'il va améliorer la valeur du produit ou du processus. Et parfois, ce n'est pas une réduction de coûts qu'on propose. Il peut arriver qu'on propose des augmentations de coûts, mais il faut pouvoir justifier cette augmentation de coûts-là, soit dans notre projet de construction, de fabrication de produits manufacturés, par exemple. Et il y a différentes méthodes de justification. Il y en a trois que nos amis comptables ont développées depuis des siècles et des siècles. Alors, ces trois méthodes-là, période de recouvrement, c'est une période de temps que ça prend pour retrouver son argent, pour récupérer l'argent qu'on investit.
Le point mort, lui, c'est un nombre d'unités à fabriquer avant de commencer à faire des profits avec cet investissement-là. Le retour sur l'investissement, lui, c'est un ratio entre le montant de l'investissement et les bénéfices qu'on tire de cet investissement-là. Donc, il y a ces trois formules-là, période de recouvrement, qui est le coût de l'investissement divisé par les revenus annuels, le point mort, qui est le coût de l'investissement divisé par l'économie générée par unité vendue, fabriquée, et le retour sur l'investissement, qui sont les bénéfices générés divisés par le coût de cet investissement-là. Donc, ces trois méthodes-là, c'est des méthodes comptables qu'on utilise pour justifier des investissements dans des projets qui sont relativement à court terme. Alors, quand on tombe dans le long terme, là, on va parler de cycle de vie. Il y a une longue durée et on va expliquer comment on utilise le coût de cycle de vie avec un exemple rapide. Par exemple, on peut souvent, en atelier d'analyse à valeur, vous allez voir ça, les architectes avaient proposé des fenêtres à simple vitrage qui coûtent un certain nombre d'argent au mètre carré, mais ça coûte cher pour la consommation énergétique. Et quelqu'un, pendant l'atelier, va proposer de mettre des fenêtres à triple vitrage qui coûtent beaucoup plus cher à construire. Alors là, évidemment, le propriétaire pourrait dire, ben non, c'est beaucoup trop cher, c'est plus cher, j'ai pas l'argent pour ça. Par contre, la consommation énergétique est beaucoup réduite, donc ça peut être intéressant à long terme. Et on fait des calculs et on voit que le simple vitrage coûte 160 dollars à installer, mais après ça, c'est les coûts d'énergie qui montent rapidement. Tandis que le triple vitrage, on l'installe, ça coûte beaucoup plus cher à l'installation, mais ensuite, les coûts d'énergie montent beaucoup moins rapidement. Et on arrive à un point ici qui est un peu l'équivalent du point mort, où après 12 ans, par exemple, c'est le triple vitrage qui est plus économique par rapport à avant 12 ans, c'est le simple vitrage. Alors, si vous construisez un bâtiment de façon temporaire qui va être là 7-8 ans, ça ne vaut pas la peine de mettre un triple vitrage. Mais si vous construisez pour le long terme, ça vaut la peine. Donc, ces calculs-là nous aident à faire des décisions. Alors, qu'est-ce qu'on inclut dans le coût de cycle de vie? On inclut les coûts de conception, hein, souvent architecture, ingénierie, design, ces coûts-là à rentrer dans le coût du produit ou du bâtiment. Le coût d'investissement, c'est à la construction ou à la fabrication comme telle. On va inclure aussi des coûts d'opération, donc comment on opère. Alors, si c'est une voiture, par exemple, donc comment on conçoit la voiture. Ensuite, il faut la bâtir, la construire, cette voiture-là, toutes les pièces. Ensuite, il faut opérer cette voiture-là. Il faut l'entretenir, hein. Après 3 ans, on change les pneus. Après 5 ans, on change la batterie, etc. Et éventuellement, il faut disposer de cette voiture-là. Donc, l'analyse du coût de cycle de vie, c'est l'évaluation en prenant compte de tous les coûts de propriété. Donc, c'est pour ça qu'en anglais, ils appellent ça le total cost of ownership sur un cycle de vie défini. Puis on va tout exprimer ça en dollars, en francs, en euros équivalents ou actualisés. Alors, on prend compte évidemment de ce que le produit fait pour nous, hein, sa qualité, mais aussi le coût et le temps. Alors, la notion qu'il faut comprendre, c'est la notion de valeur actuelle nette, qui est le calcul de l'effet du temps sur des coûts actuels et futurs en ramenant tout ça en dollars d'aujourd'hui. Alors, on prend tous les coûts dont je vous ai parlé, développement, acquisition, construction, opération, entretien, tout ça, et on va prendre en compte un facteur d'augmentation dans le temps. Ça nous permet de regarder des projets sur lesquels on a un coût initial qu'on appelle souvent le coût de capital, le CAPEX. Vous avez peut-être entendu ça. Les coûts d'opération et d'entretien, ce qu'on appelle le OPEX. Coût de remplacement périodique, valeur résiduelle. Et c'est important qu'on sache c'est quoi la durée de vie du projet. Donc, vous voyez encore une fois sur la durée de vie les différents coûts, conception, le terrain, la construction pour un bâtiment, maintenir les installations, les réparations majeures, éventuellement la mise au rebut. Donc, on veut tout rattacher ça pour être capable d'additionner le coût de cycle de vie pour arriver à une conclusion et des recommandations qui vont être basées sur des informations structurées. C'est donc un aide à la décision pour s'assurer qu'un investissement à long terme est intéressant ou pas. Alors, on essaie de justifier les économies futures
justifier des dépenses en capital additionnel par les économies futures et on va pouvoir comparer les différentes options qu'on a sur leur valeur présente en dollars d'aujourd'hui pour éventuellement identifier la solution long terme la plus appropriée et non pas la solution court terme. Court terme, on peut construire pour moins cher, mais à long terme, on n'est pas gagnant. Alors, on a besoin du nombre d'années, du taux d'intérêt, du taux d'inflation qui peut être différent pour l'énergie, pour la main-d'œuvre et pour autres considérations. Alors, c'est des informations qu'il faut régler au départ. Et ça, c'est la formule. Alors, on n'a pas besoin de la comprendre, là. Maintenant, tout ce qu'on veut dire, c'est que la valeur actuelle d'un dollar, d'un montant, d'un investissement, on le calcule avec son coût futur, multiplié par ce facteur-là. Ça nous donne combien il coûte en dollars d'aujourd'hui. Alors, évidemment, ces formules-là, maintenant, sont toutes entrées dans les logiciels, même dans Excel, on peut avoir valeur actuelle facilement. Alors, le petit exemple ici, si on doit acheter quelque chose à 1000 dollars et le taux d'intérêt est 50, puis on doit acheter ça dans 2 ans, ben, on calcule quelle est la valeur actuelle de ce 1000 dollars-là dans 2 ans, ben, c'est 907 dollars avec le calcul. Donc, ça veut dire qu'avec 907 dollars en banque aujourd'hui, au taux d'intérêt de 5 vous aurez vos 1000 dollars dans 2 ans pour faire le remplacement de quelque chose ou la réparation de quelque chose. Donc, c'est le coût de capital, on a besoin de l'avoir, le coût d'énergie, le coût d'entretien, l'intérêt, la durée de l'étude, est-ce qu'il y a une valeur résiduelle? C'est un autre exemple. On doit faire un cash flow annuel pour comprendre comment ça se passe. Donc, l'année 0, c'est l'année où on achète l'équipement, 1000 dollars. L'année 1, c'est les coûts d'entretien, on met les 4 années. Les coûts d'énergie, qui avait une inflation, les coûts d'énergie. Bien, ce qu'on pourrait faire, c'est carrément, on additionne, là. La première année, c'est 1000 dollars, la deuxième année, c'est 200, 210, etc. Et là, on pourrait carrément additionner tout ça pour savoir combien ça nous coûte notre projet. Mais nos amis comptables disent non parce que ce sont des dollars qui n'ont pas tous la même valeur. Alors, ils suggèrent de tous les actualiser en dollars d'aujourd'hui. Donc, on reprend notre cash flow annuel et on le multiplie par le facteur Single Present Value, le facteur d'actualisation, qui est cette formule-là, qui peut venir de tables, il existe des tables, tout ça, mais aussi qui peut venir carrément du logiciel dans Excel ou les calculatrices comptables. Et maintenant, ce qu'on voit, on a multiplié ce 200 $-là par son facteur d'actualisation, ça donne 182 $. On fait ça pour chaque année. On peut additionner le tout et on voit que ce projet-là nous coûte 1647 $. Donc, si nous plaçons cet argent-là en banque, nous aurons tout ce que ça nous prendra pour couvrir toutes les dépenses pendant les 4 ans. Alors, c'est ça des dollars actualisés. Ça, c'est des exemples de tableaux qui existent. Là. Dans l'ancien temps, on travaillait avec des tableaux. Maintenant, tout est programmé. Ça, c'est les facteurs de paiement uniques. Donc, on a une dépense à faire dans 4 ans, par exemple. Ben, alors, ça serait quoi le facteur d'actualisation? Puis, il y a aussi des tableaux pour les facteurs cumulatifs. Ça, c'est différent. C'est dans le sens où on a une dépense à faire à chaque année pendant 4 ans. Bien, on multiplie, par exemple, par 3,037 le montant. Alors, si c'est 1000 francs, bien, on aurait 3037 francs pour recouvrir ce projet-là. Le coût de cycle de vie nous permet aussi d'évaluer la conséquence d'une décision. Alors, vous avez plusieurs alternatives qui sont offertes dans un atelier d'analyse à valeur. Pardon. On prend une décision, on choisit la meilleure alternative basée sur toutes sortes de critères et ensuite on fait son analyse du coût de cycle de vie. Mais c'est un peu embêtant. Ce qui est préférable, évidemment, c'est quand on a plusieurs alternatives, on fait l'analyse du coût de cycle de vie de toutes ces alternatives-là et ensuite on peut prendre la décision basée sur celle qui nous donne le plus petit coût de cycle de vie. Quand utilise-t-on l'analyse du coût de cycle de vie? C'est dans plusieurs situations, mais incluant les études de la valeur.
quand on fait une étude de la valeur, puis que les gens proposent des choses pour améliorer la valeur d'un produit, ben, il faut justifier le coût de ces investissements-là avec les calculs donc, que je vous ai montrés à une vitesse éclair, là, mais juste pour vous dire qu'il y a des formules qui existent, il y a des fichiers Excel qu'on bâtit pour pouvoir faire tous ces calculs-là. Ça, c'en est un exemple de fichier Excel où on met d'abord tout ce qui est CAPEX dans la première partie, le investissement initial. Ensuite, on a une partie où on va calculer les coûts d'entretien et d'énergie annuels, donc avec le facteur d'actualisation annuel. Et puis donc, on va décrire c'est quoi les différents coûts. Puis ensuite, il y a une troisième partie où c'est les coûts de remplacement ou de réparation majeure. Par exemple, dans une voiture, ben après 5 ans, il faut changer la batterie. Alors, on ne change pas la batterie à chaque année. Si on la changeait à chaque année, ça serait dans les coûts d'entretien annuels. OK? Mais si on la change après 5 ans, ben, il faut la mettre dans une autre catégorie. On liste les différentes choses qu'on doit faire à différents moments et puis on calcule. Alors, tous ces montants-là, multipliés par leur facteur d'actualisation, donnent des montants en valeur actuelle qu'on peut additionner. Ceux qui sont dans 5 ans, combien va coûter une batterie, puis qu'on ne sait pas, ben, on n'additionne pas des montants qui ne sont pas en dollars actuels. L'exemple des 3 types de véhicules, une berline, un VUS, un hybride, les différentes hypothèses. Le projet, l'auto va durer 6 ans, l'intérêt 10%, le prix est en gallons ici, le propriétaire roule 16 000 milles par année, les pneus doivent être remplacés après 3 ans, les prix de l'essence augmentent de 5% par année. Bon, quand on a ces hypothèses-là de départ, on peut faire le calcul dans le chiffrier que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, on met les 3 différentes voitures ici, le prix de la voiture, le prix des taxes. La voiture, c'est taxes. La voiture, c'est taxes. Alors, ces montants-là, évidemment, sont en valeur actuelle, sont la même chose parce que c'est des montants en dollars d'aujourd'hui. On l'achète aujourd'hui. Ensuite, on remplace les pneus après 3 ans. Donc, combien ça coûte des pneus? Multiplié par le facteur. Donc, ça coûte 400 $, mais si j'ai de l'intérêt et tout ça, si je mets 300 $ en banque aujourd'hui, je vais avoir 400 $ dans 3 ans, basé sur l'intérêt, l'inflation et tout ça. Même chose pour la batterie. La batterie, évidemment, c'est juste pour la voiture hybride. C'est pas pour les autres voitures. Les coûts annuels d'entretien, de consommation, l'immatriculation, les assurances. Alors ça, c'est des coûts pendant 6 ans. Donc, la consommation d'essence, on avait dit 16 000 milles par année pendant 6 ans. Donc, on multiplie par son facteur cumulatif à toutes les années pendant 6 ans. Donc, ça me coûterait 2300 par année, mais pendant 6 ans, ça fait 12 800. Donc là, on a tous des dollars actualisés. Là, on peut les additionner et les comparer entre eux. Fait que le modèle sédant, 40 000 $ à acheter, à remplacer des choses une fois de temps en temps et les frais annuels, ça nous coûte 40 000 $. Le SUV, le VUS coûte 64 000 $ et l'hybride, 41 000 $. Donc, on voit qu'est-ce qui est plus cher et moins cher quand c'est du long terme. Quand c'est du court terme, ça ne vaut pas nécessairement la peine de multiplier par tous ces facteurs-là. Par contre, dans les pays où l'inflation est de 15%, des choses comme ça peut faire une différence. Dernièrement, là, dans les 20 dernières années, on a eu des très bas taux d'inflation, donc ce n'était pas très pertinent de faire tous ces calculs-là. Depuis 2-3 ans, les taux d'inflation sont beaucoup plus élevés, donc parfois maintenant, ça vaut la peine de faire ce calcul de dollars actualisés. Voilà, donc c'est la partie sur le coût de cycle de vie. Tout ce qu'on voulait dire, en fait, c'est sans faire de vous des estimateurs et des calculateurs professionnels. Ce qu'on veut dire, c'est que quand les projets sont à long terme, surtout là, quand on dépasse le 10 ans, là, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans, là, ça vaut la peine de faire actualiser les dollars, tout mettre en dollars d'aujourd'hui. Et ça va nous permettre de justifier des investissements
qui sont peut-être supérieurs à court terme, mais qui à long terme vont être bénéfiques pour le client. Alors, cette décision-là est basée sur l'économie à long terme et non seulement sur les coûts de construction et fabrication cette année, par exemple. Vous construisez un hôpital cette année, mais vous allez opérer cet hôpital-là pendant 100 ans. Donc, il faut savoir quels sont les coûts d'opération, les coûts d'entretien, les coûts de rénovation pendant les 100 ans et pour voir quelles sont les options qui sont les plus intéressantes à long terme. Merci beaucoup, Lucie, pour cette présentation des coûts du cycle de vie, le Life Cycle Cost, et pour ces explications très riches et détaillées. Continuons maintenant sur la partie stratégique. Vous vous rappelez, je vous ai parlé qu'on allait mesurer la valeur à tous les niveaux de l'entreprise, au niveau stratégique, au niveau tactique et au niveau opérationnel. Parlons au niveau stratégique et regardons, je vais vous donner quelques outils pour définir la valeur au niveau stratégique, l'alignement aux objectifs stratégiques. On l'appellera le Strategic Value Index et on utilisera plusieurs outils de cette approche Value Design. Avant, et pour illustrer mes propos, je vais vous présenter l'exemple sur lequel je vais m'appuyer pour vous démontrer cette mesure de la valeur. Dans le cadre d'une mission que nous avons réalisée au sein de mon cabinet, on nous a demandé de concevoir un programme de formation mieux adapté aux attentes des commerciaux, parce qu'on était dans un environnement commercial, 200 commerciaux par le monde, de par le monde, et on nous a demandé de mieux concevoir un programme de formation pour ces individus. Et en plus, une contrainte, vous l'avez compris, on va augmenter la satisfaction, mais on nous demande aussi de réduire la consommation de ressources, donc pour 20% moins cher. Actuellement, les dépenses de formation, c'est 486 000 € répartis de cette manière en bureautique, management, soft skills, analyse, gestion, communication, Salesforce. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? La première chose qu'on va faire, c'est, vous l'avez compris, rechercher ses attentes. Donc, on interroge et on recherche avec les parties prenantes tous leurs besoins. On en fait une liste et nous allons les organiser, ces besoins, sous forme d'une structure hiérarchique, comme vous le voyez, c'est l'arbre fonctionnel, où, vous l'avez compris, 3 niveaux vont apparaître, voire même un peu plus, et le premier niveau étant un regroupement des axes stratégiques qui étaient attendus, les attentes stratégiques de cette entreprise en termes de formation commerciale. On retrouve donc ces 5 branches stratégiques. Vous pouvez le lire, gérer les équipes, gérer les activités commerciales, vendre aux clients internationaux, c'était très important pour eux, gérer la relation client et faire des prévisionnels de vente, ce qui n'avait pas encore, la formation à ces éléments-là n'avait pas encore été réalisée. Et c'était un des besoins de ces commerciaux. Alors maintenant, comment aborder cette réflexion et trouver la valeur stratégique actuelle. Puis après, on verra, en fonction des programmes qu'on découvrira, les alignements stratégiques aux autres programmes. Mais cherchons déjà la valeur stratégique actuelle. Pour cela, on va utiliser la matrice de comparaison par pair. Alors, matrice de comparaison par pair, qu'est-ce que c'est? C'est de mettre en ligne les axes stratégiques, ce qu'on a ici, et de les comparer les uns aux autres. Donc, on va comparer gérer les équipes avec gérer les activités avec vendre aux clients internationaux, et on va se demander quel est l'un par rapport à l'autre le plus important. Alors, vous voyez, ça, on les appelle F1, F3, F4, F5, F1, F2, F3, F4, F5, et on les compare. Donc, on va comparer F1 à F2, et vous voyez, on a mis 1 F1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que F1 est un peu plus important
que F2. Donc, gérer les équipes est un peu plus important que gérer ses activités. Par contre, ici, on a un F4. Qu'est-ce que ça veut dire? Gérer les relations clients, selon eux, hein, toujours. Hein, c'est pas nous qui le définissons, c'est de manière collective, selon ce groupe interdisciplinaire, souvent. Ici, il a été défini que gérer les relations clients était un peu plus important que gérer les équipes. Voilà, et on fait ça comparaison par comparaison, paire par paire, et au final, ça nous permet d'établir une pondération de ces axes stratégiques que vous retrouvez ici, 40, 13, 20, 20, 20 et 7%. Voilà, on a défini aujourd'hui les attentes en termes, par rapport à ces arbres stratégiques, la pondération nécessaire. Allons voir maintenant, actuellement, quelle est cette pondération. Alors pour cela, on va reprendre notre arbre stratégique et les 5, 6 types de formations qu'on nous avait définis, bureautique, management, soft skills, et on va répartir, comme il l'a indiqué, les 46 000 € sur ce pourcentage qui est indiqué. On retombe donc ici, vous voyez, ici on a mis cet argent-là, bureautique, on a mis 30% de 486 000, donc 145,8 kg. Une fois qu'on a fait cette estimation, on va, comment on pourrait dire, associer ou attribuer, voilà, pour chacune de ces formations, de ces types de formations, combien de pourcentage cette formation contribue à ces axes stratégiques. Par exemple, ici, on va le voir ici, la bureautique, on dit qu'elle contribue à 20% à gérer les équipes, à 40% à gérer ses activités, 10% pour gérer les relations clients et 20% pour la partie prévisionnelle. Oui, parce qu'avec Excel, on peut faire quelques prévisions de vente. C'est pas la panacée, mais on peut le réaliser. Donc, vous voyez, 20%, 10%, pareil. Dans le management, essentiellement, vous voyez, on a mis 80% des formations en management sert à gérer les équipes. On multiplie le coût par ce pourcentage. Donc ici, ce qui permet d'affecter pour la formation bureautique de 145 000,8 kg, 29 200 à gérer les équipes. On en fait l'addition et par rapport à 486 000, on retrouve le pourcentage d'argent que l'on a mis pour gérer les équipes. Et ce pourcentage, devinez, on va le comparer à la pondération qu'on avait réalisée avec la comparaison par paire. Ici, vous voyez, vous avez 26%, il était attendu 40%. Alors, pour l'illustrer, cette comparaison entre les attentes et la réalité du coût, on va proposer des représentations graphiques. La première représentation graphique, c'est la répartition des coûts par fonction, ce qui permet de montrer un petit peu, donc ça c'est des pourcentages, là où on met l'argent actuellement. Donc ici, vous voyez que finalement, on met le plus d'argent par rapport à faire des prévisions de vente, 29%, pardon, 30%, 26% pour gérer les équipes, etc. Bon, ça c'est la répartition des coûts par ces fonctions actuellement. Et on va regarder l'écart avec ce qui était attendu. En bleu, l'attendu, la pondération qu'on a définie, et en orange, le réel. Et on voit en effet que on attend beaucoup de la gestion des équipes et on met un peu moins d'argent nécessaire. Un écart important se situe ici, vous voyez, entre vendre aux clients internationaux, qui est très important pour l'entreprise, et une formation actuelle qui est assez étroite. Là, pareil pour les prévisionnels de vente, on met beaucoup d'argent dessus et finalement, il n'y a pas tant d'attente que ça sur ces grandes fonctions. Cet écart, ces écarts-là sont représentés, cet indice
que l'on vous propose de calculer, qui s'appelle le SVI, Strategic Value Index, et avec ces écarts, on définit cet index à 71,6%. Voilà. Voilà une manière de représenter l'alignement stratégique, une valeur à l'alignement stratégique. Deuxième axe, stratégique, tactique. Comment choisir des programmes, des solutions? Comment aller chercher le meilleur programme, le meilleur programme de formation dans le cas existant, ou la meilleure solution? C'est ça la tactique, et on va proposer des solutions et comparer ces solutions ou ces projets par la valeur. Parce que des projets, ce sont des solutions qui permettent de répondre aux attentes stratégiques. Alors, deux axes ici. On va premièrement mesurer l'intérêt des besoins, qu'on appellerait les Business Value Index, et, tiens, intéressant, mesurer l'impact. Vous vous rappelez, dans ma présentation de l'équation, on devait s'assurer de l'impact, est-ce qu'il y a l'impact positif ou les impacts négatifs. Ben, on va essayer de mesurer l'impact des solutions qu'on propose, ce qu'on appellera l'Impact Value Index. Regardons les outils que notre approche vous propose. Par rapport aux besoins, et mesurer et valoriser les besoins, comme vous le voyez ici, ils sont ici, ces besoins, ils sont représentés sous forme d'ANA. On vous propose trois manières d'aborder cette mesure. La première, c'est l'importance des besoins. Alors, certains le connaissent, hein, c'est MOSCO, Must, Should, Could, Want. Et ici, on va s'en servir plutôt pour connaître l'importance par rapport aux parties prenantes internes à l'entreprise. Et puis, par rapport à l'attrait du besoin, est-ce que ce besoin a un vrai attrait ou est-ce qu'il est seulement nécessaire ou quelquefois on se demande à quoi va servir ce besoin? Ben, on utilise le modèle Kano qui permet d'identifier, alors je ne vais pas vous l'expliquer ici, mais c'est une manière de questionner le besoin, s'il est présent, s'il n'est pas présent, et de se rendre compte qu'il peut être obligatoire, attractif, attrayant, ou quelquefois seulement proportionnel, c'est-à-dire que s'il est là, eh ben, ça nous enchante, s'il n'est pas là, ça nous désenchante, de manière proportionnelle. Donc là, on va définir par rapport à ses besoins cet attrait. Et puis, dernière chose, est-ce qu'aujourd'hui, ce besoin est satisfait? Parce que quelquefois, ce besoin, il est peut-être nouveau, donc il n'est pas du tout satisfait, mais quelquefois, ça peut être un besoin qui est mal satisfait ou peut-être très bien satisfait. Et en fonction de ça, bah, on ne va pas mettre la même énergie à trouver des solutions si ce besoin est déjà entièrement satisfait. Au final, vous voyez, on a représenté sous forme colorée le résultat de cette approche et on va pouvoir ainsi définir le Business Value Index. C'est la somme de tous ces critères qu'on vous propose. Une fois qu'on a associé à chacun des besoins et valorisé ces besoins en termes de MOSCO, de Kano et de cette satisfaction, on va aller rechercher des solutions. La recherche de solutions, pour chaque bout d'arbre ici, cherchons les solutions qui permettront d'y répondre. Alors, dans ce cadre des formations, de programmes de formation, quelle formation permet de répondre à chaque besoin qui a été exprimé? Alors, il y aura des formations, il peut y avoir plusieurs types de formations. Par exemple, il y avait une attente qui était de pouvoir parler chinois. Parler chinois, il peut y avoir des formations directement aux langues, il peut y avoir des outils de traduction qui sont proposés, etc., etc. Donc, il y avait aussi dans les attentes faire de la visioconférence pour pouvoir vendre nos produits. Là, pareil, on peut faire des formations à Teams de Microsoft, on peut faire des formations à Zoom, voilà, plusieurs possibilités
nous sont apportés, sont proposés pour répondre à l'ensemble de ces besoins. Et voici ici la liste des formations qu'on a identifiées par rapport à ces besoins. Ces formations, eh ben, on va les valoriser, on valorise ces solutions, on valorise les projets. Et comment on le fait? Déjà, on va définir, donner un coût. Alors là, on reprend ce que nous propose Lucie avec le Life Cycle Cost. Et puis, chacune de ces formations, on va les évaluer en fonction de leur acceptabilité, durabilité et faisabilité. C'est-à-dire que c'est l'impact dont je vous parlais, la IVI, Impact Value Index, au niveau social, technique, faisable, et environnemental, durable. Et là-dessus, on met un poids. Alors, ces poids résultent d'une recherche et d'une réflexion autour de ces trois éléments. Donc, si c'est de la durabilité, on va regarder avec des études, pourquoi pas d'analyse de cycle de vie ou autre, de consommation carbone, une valeur qui nous semble soutenable ou pas soutenable. Et pareil pour l'acceptabilité, est-ce que les personnes qui vont réaliser cette formation, est-ce que c'est acceptable pour eux? Est-ce que ça sera facile en formation? Est-ce que ça sera facile à comprendre? Ce sera plus difficile à comprendre, etc. Donc on définit ces niveaux et on identifie un index d'impact, de valeur de l'impact. Et puis pour finir, ces formations qui sont là, on va en faire des programmes. On va créer des scénarios, c'est-à-dire qu'on va regarder, par exemple ici, vous voyez, on a fait un programme, on va former plus particulièrement sur Microsoft et non pas sur le cloud. Ici, on est avec des outils, des programmes de formation destinés à des outils cloud. Et là, on a un programme de formation destiné aux outils Microsoft. Et puis, on a un outil dans notre lab VA Lab de l'Université de la Valeur qui va chercher avec un algorithme spécifique, qu'on peut appeler intelligence artificielle, qui va aussi proposer les meilleures valeurs là-dedans. Quelles sont les meilleures valeurs quand on combine tous les programmes de formation? Et au final, ici, il nous propose deux scénarios qu'on étudiera avec l'ensemble des formations qui sont prévues. Et chaque fois, la somme de ces programmes font une somme de coûts pour le programme de formation. Alors, pour résumer mes propos par rapport à cette valorisation stratégique, à cette valorisation tactique, on va reprendre ce calcul de la valeur que je vous ai présenté en introduction, la valeur étant égale à la satisfaction des besoins, qu'on appelle utilité, divisé par la consommation, divisé en comparaison à la consommation de ressources, le coût nécessaire, et les impacts à la fois positifs et négatifs. Par rapport à ce que je vous ai présenté, l'utilité pour l'entreprise, on va le décliner en Strategic Value Index. L'utilité pour les parties prenantes, ça sera le Business Value Index. Et vous l'avez vu, on a le Impact Value Index qui va mesurer ces éléments-là. Et puis, pour le coût, justement, Lucie nous en a parlé, c'est le Life Cycle Cost. Au final, on a une équation pour calculer un index valeur qui sera le Strategic Value Index qu'on associe au Business Value Index plus l'Impact Value Index qui nous donnera le TBI, Total Benefits Index, qu'on divisera par les coûts globaux, le LCC, et nous aurons ainsi une Value Index. Or, c'est bien beau d'avoir calculé la Value Index. Comment pouvons-nous maintenant comparer avec ces chiffres des programmes de formation qu'on a établis? Alors, nous allons comparer ces programmes par rapport à ces éléments et ces index. Vous avez ici 8 scénarios qui nous sont proposés, avec pour chacun un index particulier, vous voyez, le BVI, donc c'est ce qui est attendu par les parties prenantes internes, externes,
vous avez, donc c'est une sorte de réponse aux besoins, c'est même la réponse aux besoins pondérée par est-ce que c'est fortement attendu, est-ce que on a une attente sur un besoin qui est déjà satisfait, etc. Donc là, vous avez pondéré ici le scénario 1, 2 répond à 91% à ces besoins. Le scénario 5 et 6 à 83%, 87%. Lui, beaucoup moins, c'est le scénario Quick Win de 18%. Et ainsi de suite, par rapport à l'impact, vous voyez que le scénario 2 aura 69% d'impact, d'impact positif. Et plus on est bas dans le pourcentage, plus il y a des impacts négatifs, et plus on est haut, plus ça sera des impacts positifs. Donc vous voyez ici, on est à 83% par contre ici d'impact positif, ainsi de suite. Alors, c'est pas évident de se faire une idée de ces scénarios. Alors, on va vous proposer une représentation graphique pour comprendre et mieux comprendre la valeur justement de l'ensemble de scénarios. C'est ce qu'on appelle la droite de la valeur, où on va mettre en ordonnée, ouais, c'est ça, ouais, en ordonnée l'utilité, le Total Benefits Index, et en abscisse le coût, le Life Cycle Cost, et on aura ainsi l'apparition de droite qui nous représentera ce ratio finalement entre l'utilité et le coût, et plus la pente sera importante, et ben plus ce projet, ce programme aura de la valeur. Regardons par rapport à nos programmes de formation. On a remis ici le TBI, le Total Benefit Index, ici. Donc on voit qu'il y a deux projets qui vont répondre le mieux aux besoins, autour de 70% qui sont le scénario 2 et le scénario 6. Voilà. Et on a aussi une limite que nous avons fixée ici dans nos objectifs à atteindre, c'est 20% moins cher. 20% de 480 000, c'est à peu près 380 000. Et on a défini, donc finalement, il n'y en a qu'un ici de projet, de programme qui va dépasser les coûts. Tous les autres sont bien en dessous de 20%. Donc déjà, on a atteint un de nos objectifs. Et finalement, a été choisi, parce qu'après, c'est le choix, il est au manager, et nous, on propose des programmes de formation, a été choisi le scénario 2, qui permet de passer d'une dépense de formation de 486 000 à 330 000, 32% d'économie, ou on ne peut pas forcément parler d'économie, mais de réduction de coûts. Une adéquation aux objectifs, notre fameux Strategic Value Index qui était à 71,6%, qui passe à 88, donc on augmente de 16,6 points l'adéquation aux objectifs. Et surtout, on va mieux adapter aux attentes, mais on va passer de 38% de la situation actuelle d'attente à 91% de satisfaction aux attentes. Donc là, on augmente de 53% la réponse aux besoins. Mission accomplie, on a augmenté la satisfaction, comme je vous le disais en introduction. Pour créer de la valeur, il faut augmenter le numérateur et diminuer le dénominateur, c'est-à-dire les dépenses, les consommations de ressources. Et là, on l'a diminué de 32%. Voilà un exemple qui utilise cette approche valeur et qui mesure cette valeur au niveau stratégique, au niveau tactique, et puis, vous l'avez vu, on utilise aussi la valeur économique, qui est le Life Cycle Cost. Passons maintenant au dernier niveau, le niveau opérationnel, et je vais laisser la parole à Alexandre Cuba, qui va nous parler de la valeur en agilité dans le delivery. Comment mesurer cette valeur? À toi, Alexandre. Ok, donc ce que je voulais vous présenter, en fait, c'était l'importance de mesurer la valeur dans le leadership agile. Comme Cédric a dit justement, il y a différentes façons de mesurer la valeur. Et là, c'est présenter en fait la valeur du point de vue d'un leader dans une entreprise qui applique des pratiques agiles. Alors très rapidement, voilà mon nom et tout ça. Vous voulez me contacter, mon adresse email. On pourra en parler un peu plus tard.
Donc, ce que je voulais pour vous présenter aujourd'hui, c'était la définition de la valeur agile. Qu'est-ce que ça veut dire valeur agile? Euh, Qu'est-ce qu'il y a comme métriques? Qu'est-ce qui sont les différentes métriques qui sont utilisées pour mesurer cette valeur? Les approches d'évaluation et puis les prises de décision. Parce qu'en fait, cette valeur, ça va nous permettre de prendre des décisions, de savoir quel projet, quel élément, qu'est-ce qu'on va faire et comment on va le faire et tout ça. Et puis à la fin, cette amélioration continue. Parce qu'en fait, ces modèles de mesure, elles ne sont pas statiques, elles sont vivantes et elles évoluent dans l'entreprise comme l'entreprise évolue. On va voir tout ça rapidement. Zoom crée des jeux. M'embête. Non, il ne veut pas. Aïe. Bon, il a décidé de m'embêter. Alors, déjà, la première chose, il faut bien différencier dans beaucoup d'entreprises, quand on fait du projet, on voit en fait même des programmes agiles, des projets agiles, on reste en fait encore sur une évolution où la valeur, c'est la valeur produite. C'est ça qui nous intéresse. On dit voilà, il faut 50 fonctionnalités. Il faut que notre backlog va contenir une centaine de fonctionnalités. Et comment on va mesurer la valeur? C'est le nombre de fonctionnalités livrées. J'aime pas. Je vous l'avoue, j'aime pas. J'aime pas ça. Avoir livré 5 fonctionnalités, 10 fonctionnalités, ça vous amène aucune valeur. Si vous ne mesurez pas cette valeur après coup, c'est est-ce que ces 5 fonctionnalités ont fait plaisir à mes utilisateurs, à mes clients? Quel est son impact social, impact sur le revenu de l'entreprise? Est-ce que ça m'a permis de rapporter plus d'argent? C'est ça qui est intéressant. Alors, en fin de compte, ce n'est pas d'avoir livré 3 fonctionnalités, c'est combien ça m'a ramené, est-ce que mes utilisateurs ont été heureux et tout ça. Et ça, c'est ce qu'on appelle la valeur délivrée. Et c'est vraiment ça qu'on essaie d'atteindre avec l'agilité. C'est vraiment avoir en fait une vue plutôt customer-centric, orientée sur l'utilisateur, et on va regarder plutôt qu'est-ce qu'on a délivré par rapport à ce qu'on a produit. Ça fait une énorme différence. Donc, cette définition de valeur agile, c'est vraiment de voir en fait la qualité, qu'est-ce qu'on a ramené en fait à l'utilisateur. Alors, il y a différents moyens qui permettent de faire ça. Il y a le cost of delay qu'on retrouve en fait chez SAFe, dans ce qui est l'Agile Framework que Michel a nommé juste précédemment, qui permet en fait d'avoir en fait de mesurer cette valeur. On va mesurer par rapport à une information qui est en premier la business value, après l'impact sur le temps. Est-ce que je fais cette fonctionnalité aujourd'hui ou est-ce que je la fais dans le futur? Est-ce que ça va amener la même valeur? Est-ce que je le fais aujourd'hui? Ça m'amène beaucoup. Demain, ça va rien m'amener. Du coup, plus aucun intérêt de le faire si je le fais tard que tôt. Et puis, est-ce que ça va est-ce que ça va être quelque chose qui va amener un peu plus d'argent à l'entreprise? Ou bien ça va me permettre de résoudre un risque, de diminuer un risque si je fais ça maintenant par rapport à demain et tout ça. Donc, il y a différents critères. Et ça, c'est le cost of delay, par exemple. Après, il y a aussi le coût directement. Combien ça me coûte par rapport à l'effort? Et puis, combien ça me rapporte par rapport à l'effort? Et puis, voilà, ça me fait un ROI. Et c'est intéressant. Ça peut être par rapport à la capacité. Ça peut être vraiment différentes façons de mesurer. Selon ce qu'on décide, ça va gagner de l'information, moins d'informations pour l'entreprise. Donc, cette mesure, ça nous permet en fait d'avoir en fait des KPI, des éléments de mesure qui vont nous permettre après de prendre des décisions. Donc, ça peut être le ROI, comme je le disais précédemment, la valeur qu'on estime, combien ça va nous rapporter divisé par le coût de cet élément. C'est une façon de mesurer qui ne m'amène pas plus d'informations, ça m'amène une valeur pécuniaire, mais ça ne va pas forcément m'amener une valeur en fait où je vois en fait où ça a permis d'avoir un gain pour l'entreprise, un gain pour les utilisateurs et tout ça. Donc voilà. Le taux de satisfaction du client, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup utiliser parce que c'est mesurable. Le simple fait, il y a pas mal d'entreprises, par exemple, quand vous avez commandé quelque chose, quand vous avez testé, vous avez acheté un nouveau produit, on vous recontacte quelques semaines ou mois après
pour mesurer, pour dire, OK, est-ce que vous êtes satisfait de notre produit ou pas? Ben, ça, c'est la mesure de satisfaction du client. On livre une nouvelle fonctionnalité, on l'envoie à un surveil à un certain nombre de personnes et on mesure est-ce que nos utilisateurs sont contents ou pas contents de ce nouveau produit. Justement, aujourd'hui, je discutais avec un product owner qui avait une réflexion, était encore très orientée éléments livrés. Je m'attends à mon client qui me dit qu'est-ce que je veux et après je livre. Donc, un mode très réactif que proactif, au lieu d'aller voir en fait quels sont les pain points, qu'est-ce qui font mal à mon utilisateur, qu'est-ce qui pourrait faire plaisir, puis après le déployer, et puis après mesurer est-ce que mon utilisateur est satisfait ou pas. C'est là, et c'est une énorme différence. Quand vous mesurez cette valeur, cette satisfaction, vous voyez vraiment est-ce que je fais du travail qui fait plaisir à mes utilisateurs ou pas. C'est une énorme différence. Le temps qu'il y ait une mise en place sur le marché. Ça aussi, c'est une métrique qui est importante. Des fois, je demande à certaines équipes, je dis, mais mesurez le temps entre le moment où vous livrez et le moment où il est vraiment sur le marché, il est livré chez les utilisateurs. Est-ce que c'est court? C'est long. Ça, c'est déjà une mesure qui est importante pour les équipes. Oui, mais est-ce que ça sert à que je m'excite à livrer quelque chose 6 mois à l'avant et puis à la fin, c'est livré aux utilisateurs 6 mois après? On aurait pu faire d'autres choses plus urgentes que faire ça, parce qu'aujourd'hui, ça n'amène pas beaucoup de valeur, vu que c'est dans 6 mois qu'on livre. Mais cette valeur, en fait, de mesure sur le marché, de temps de mesure sur le marché, elle est aussi intéressante pour mon entreprise. Est-ce que je vais pouvoir livrer très rapidement des nouvelles fonctionnalités pour être en avance sur le marché et pas juste suivre le marché? On voit, par exemple, j'avais quelques années de ça, j'avais pris en fait différentes courbes d'instruments financiers pour montrer en fait cet effet. On voyait en fait la courbe de Nestlé. Et chaque fois, elle est en dents de scie. Elle est en dents de scie parce que chaque fois, elle amène en fait une nouvelle fonctionnalité. Ça arrive, hop, c'est un nouveau produit qui arrive, hop, ça arrive un nouveau produit, etc. Donc, on voit qu'en fait, ils utilisent la satisfaction client pour savoir quand est-ce qu'il faut ramener un nouveau produit, pour savoir revoir chaque fois. Ou bien, par exemple, on voyait, en fait, si on regarde, par exemple, si on regardait les groupes financières des différentes sociétés téléphones, la téléphonie, c'est très simple, c'est plat. Et en fait, chacun se suit à l'un à l'autre. Il y en a un qui amène quelque chose, j'amène la même chose. Très peu d'innovation. Il y en a un qui innove, mais les autres suivent chaque fois. Donc, c'est toutes des informations comme ça. Ça veut dire, est-ce que je veux être en amont de mes concurrents? Donc, je dois avoir un time to market rapide. Ça, c'est une des mesures qui est importante, par exemple, pour l'entreprise. La qualité du produit aussi. Ça, on peut la mesurer avec la certification client. Si les clients sont malheureux parce qu'ils se plaignent que votre qualité du produit est mauvaise, c'est mauvais. Je vais perdre des clients. Je vais perdre des clients, je vais perdre de l'argent. Donc, perdre de l'argent, je vais devoir diminuer mes effectifs, etc., jusqu'à ce que je ferme la porte. Information importante, il faut améliorer la qualité. Donc, amener de la valeur pour que mes utilisateurs soient satisfaits, heureux. Du coup, je vais avoir plus de clients, etc., parce qu'indirectement, je vais amener de la valeur dans mon entreprise. Voilà, ça, c'est tous des éléments de mesure qui vous permettent de mesurer cette valeur. Ouais, ça, c'est différentes choses que j'avais déjà parlé. Donc, mesurer. C'est vrai que c'est à moi, là. Laisse-moi terminer. Désolé. Par exemple, ici, c'est une approche d'évaluation qu'on a utilisée dans une grosse entreprise en Suisse au niveau du portefeuille pour savoir quels sont les projets qui vont rentrer dans le portefeuille ou pas. Et là, on a essayé de trouver qu'est-ce que ça définit en fait cette business value pour le portefeuille. Et de là-dessus, on a sorti en fait un certain nombre en fait de critères. L'alignement stratégique. Est-ce que ce projet, comment est-ce qu'il est aligné par rapport aux différents piliers de ma stratégie de l'entreprise, avec un pilier, 2 piliers, 3 piliers. Voilà. Comment il est aligné par les axes stratégiques. Ça, c'est une information importante, primordiale. Est-ce qu'elle va soutenir la stratégie de mon entreprise? Est-ce qu'elle va me ramener de l'argent ou pas? Donc, le revenu.
quels sont les gains pour les utilisateurs? Est-ce que les utilisateurs vont être plus heureux? Ça va leur permettre par exemple, on va pouvoir diminuer 10% le coût de la production d'un nouveau produit pour l'entreprise. Ah, ça peut être intéressant, justement. Voilà. Est-ce que mes utilisateurs vont pouvoir produire plus rapidement? Donc, les gens qui travaillent dans l'entreprise vont pouvoir produire plus rapidement. Ça, c'est intéressant. Le sponsorship de la direction. Savoir est-ce que la majorité de la direction adhère à votre projet, soutiennent votre projet, ou en fait, il y a juste un petit bonhomme quelque part dans l'entreprise qui soutient votre projet. Énorme différence. Parce que si j'ai une sponsor du direction, je sais que je vais avoir de l'argent. Intéressant. Criticité temporelle, ça, je vous avais déjà parlé avant, c'est savoir dans le temps, est-ce que c'est aujourd'hui ou demain qui m'intéresse. Je fais la somme de toutes ces business values, de tous ces critères, et ça me donne business value. Et puis, comment je vais mesurer? Je vais donner en fait une information. Par exemple, là, ce qu'on a utilisé, on a utilisé 4 chiffres de la suite de Fibonacci sans vraiment la suivre, 1, 3, 8 et 21. Et ce qu'on avait mis en fait en place, on a mis un tableau qui définit un point sur l'alignage stratégique, ça veut dire quoi? 3 points, comment ça veut dire? 8 points, 21 points, etc. Un tableau clair pour que tout le monde comprenne qu'est-ce que ça veut dire. 1 point, 3 points, 8 points et 21 points pour chacun de ces critères, qu'ils puissent l'évaluer. Puis après, les PMO reprennent tout ça, brassent tout ça, font leur business value et ça leur donne en fait une base déjà pour mieux sélectionner les projets et avoir en fait prendre des projets qui amènent réellement de la valeur à l'entreprise et pas plutôt comme ça. Parce que je rencontre encore pas mal de PMO qui me disent aujourd'hui, on fait ça pour savoir quel projet on va prendre l'année prochaine. C'est la bonne période, on est en pleine période en fait d'évaluation de qu'est-ce qu'on va mettre comme projet dans notre budget l'année prochaine. Il y en a qui ont déjà terminé et ça fait mal qu'on voit que c'est juste comme ça. Bon, pas tout à fait, mais c'est pas très loin de ça. Autre pratique, ça c'est Skelet Agile, c'est safe, c'est ce que je vous disais. C'est utiliser le Weighted Shorted Job First. Donc là, le cost of the delay, on divise par la durée du job et ça nous donne en fait un ratio. Plus le ratio est haut, plus c'est intéressant, moins le ratio est bas. Plus le ratio est bas et moins c'est intéressant. L'idée, c'est de dire, OK, quelque chose, un job qui prend peu de temps mais qui amène beaucoup de valeur, a meilleur temps en fait d'être amené tout de suite que prendre beaucoup de temps pour livrer quelque chose qui vous amène peu de valeur. Si je fais justement beaucoup de valeur en premier, mais qui me coûte peu, eh ben c'est ce qu'on trouve ici, tout en haut. Hop, ici. Si on voit ma souris. Donc, le cost de délai. Donc, l'élément A, en fait, il durait un jour. Il a un cost of the delay de 10. Ça me fait un WSGF de 10. C'est plus intéressant de le livrer tout de suite. Donc, le mettre en priorité par rapport au C qui me coûte beaucoup parce qu'il me coûte 10 pour une valeur de 1. Si j'inversais, si je faisais en premier les choses qui me prennent plus de temps en premier par rapport à des choses qui me prennent de moins de temps mais qui m'amènent plus de valeur, eh bien, en fait, ça fait toute cette zone verte. Et cette zone verte, en fait, c'est le coût. C'est le coût de l'attente, d'amener de la valeur. En fait, je dois dépenser beaucoup d'argent avant de voir les premières valeurs à mes utilisateurs. Si on fait la relation un peu qu'on retrouve avec, par exemple, SpaceX, cette entreprise de Elon Musk, un ami à moi, en fait, a travaillé dessus, c'est Joe Justice, a travaillé dessus, a fait le coach là-bas. Eux, en fait, ils financent les recherches et développements par la commercialisation des fusées précédentes. Donc aujourd'hui, ils travaillent en fait sur cette grande fusée pour pouvoir l'envoyer sur la Lune, donc plus pour uniquement envoyer des satellites. Eh bien, c'est en amenant en fait des petites choses en premier, ils ont amené en premier le lancement des fusées qui a permis en fait de financer de la grande fusée. Et donc, ils s'autofinancent directement tout ça. Une autre entreprise qui est aussi dans l'aérospatiale, qui est du côté de la Défense à Paris, Maya Space, eux, la même chose. En fait, ils vendent en fait des places pour leurs futures fusées qui vont remplacer les Ariane Space par l'autofinancement. Donc, en fait, ils ont mis en place en premier tout ce qui était nécessaire qui leur permettait de vendre des places
pour que puissent après commencer à travailler sur les éléments les plus chers, mais ils peuvent déjà faire rentrer de l'argent dans l'entreprise. Donc, c'est un peu aussi une façon de voir en fait la valeur. Amener de la valeur qui va nous permettre de pouvoir financer notre futur. C'est génial, comme idée. Je vais y arriver. Donc, cette valeur-là, eh ben, elle va prendre, en fait, va nous permettre en fait, de prendre des décisions, tout simplement. Au lieu de simplement prendre des décisions en fait, sur le coût, combien ça va coûter, etc., eh ben, c'est plutôt de dire, en fait, qu'est-ce qui m'amène le plus de valeur. Du moment que je connais la business value, ce qui a le plus de valeur, ben, je le prends en premier, ce qui prend tout ça. En fait, on revient au WJF et c'est une façon. Après, dans l'agilité, est-ce qu'on utilise l'agilité? On voit en fait que ça fait partie en fait des modèles complexes. Et du coup, on dit c'est un moyen pour prendre des décisions, mais ce n'est pas le seul moyen. Ça, c'est une chose qui est importante à ne pas oublier. C'est un moyen, mais ce n'est pas le seul moyen. Il y a peut-être d'autres moyens qui vous permettront d'amener cette prise de décision. Mais ça vous amène déjà un premier cadre, une première valeur qui va vous permettre de prendre des décisions, en tout cas basées sur la valeur, au lieu d'être basées sur d'autres choses, sur le budget et autres. Oui, le budget, c'est important, ça coûte de l'argent, etc. Oui, c'est important. Mais dépenser 1 million sur quelque chose qui amène très peu de valeur à l'entreprise, c'est vraiment dommage qu'on dépense autant d'argent pour ça. Voilà. Mon 5 cents. Et puis à la Non, fin de tout ça, c'est l'amélioration continue. Ce qui est important, c'est qu'en fait, votre modèle de valeur, elle ne doit pas être statique. C'est un modèle qui doit évoluer dans le temps. On doit regarder, on doit inspecter. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est bien passé? Ce qui s'est mal passé? Est-ce que ces critères qu'aujourd'hui j'ai mis, est-ce qu'elles ont toujours de la valeur demain? Peut-être pas. OK, ben je les change. Mais voir, elle peut évoluer dans le temps. Les façons de mesurer, est-ce que ma valeur a été atteinte? Peut-être elles vont devoir changer. Changer. Trouver de nouvelles façons de mesurer. Avoir en fait tout le temps cette amélioration continue. Ça, c'est vraiment l'important. Voilà. Je l'ai fini pour moi. Merci. À toi, Cédric. est-ce que tu nous entends ou pas? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Alors, merci beaucoup. Et puis, nous allons continuer. Justement, il est déjà 17h50. Donc, on va laisser la parole à Michel Thierry, qui justement a une vision aussi particulière et il va nous faire part de sa vision pour mesurer la valeur et plus particulièrement ce cycle de la valeur. Alors, je te laisse prendre ton écran, partager ton Oui, écran. oui, pas de problème. Voilà. Donc, ce que je vais partager simplement, c'est que on a effectivement un cadre pour ça. Et comme on l'a dit tout à l'heure, toi, tu as parlé de différents niveaux de valeur. Lucie a parlé d'une valeur à plus long terme, une valeur pérenne, en fait, et comment la calculer. Et puis Alexandre a insisté sur le fait qu'en fait, euh, quand on parle de valeur, surtout dans les domaines agiles ou dans les domaines plus adaptatifs, il faut continuellement voir et s'adapter à différentes positions et pouvoir effectivement livrer ce qui amène le plus de valeur le plus tôt et ce qui coûte le moins cher à amener. Donc, si on reprend ton exemple d'utilité par rapport aux ressources, donc on va voir ce qui offre la plus grande utilité avec le moins de ressources et on va livrer d'abord ça en premier pour créer une valeur et aussi ça sert à motiver nos parties prenantes pour qu'ils continuent à nous supporter. En fait, tu as parlé, Alexandre, du support, de l'importance du support des parties prenantes et surtout des sponsors dans un portfolio. Et je pense que c'est assez important. Donc, en fait, je vais peut-être faire un petit peu, revenir à plus grande échelle et on va vous parler un peu du cadre organisationnel. Quand on doit générer de la valeur, qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas Alors, sûr, je ne suis pas sûr qu'on voit ton écran. Alors, on a le cadre organisationnel, donc, effectivement, par lequel et on va voir comment générer de la valeur dans ce cadre organisationnel. Donc, dans un cadre organisationnel, il y a deux grands axes. Un, c'est de, effectivement,
transformer l'organisation, c'est tout ce qui concerne les projets, les programmes, les portfolios, tout ça, tout ce qui concerne le changement et les choses qu'on doit faire. Et puis, on a aussi la gestion de l'organisation, c'est-à-dire que les opérations jour le jour, les charges, etc., tout ce qui concerne la gestion au jour le jour. Donc, ce qui se passe, c'est que quand on veut créer de la valeur, on doit commencer par planifier quel genre de valeur on veut avoir. C'est-à-dire qu'il faut voir exactement, comme disait Cédric tout à l'heure, éliciter les besoins des parties prenantes, essayer de comprendre ce qu'ils veulent, etc., et formuler des solutions potentielles. Et ça, c'est ce qui se passe au niveau du programme, au niveau des stratégies, par exemple. C'est là que les business analysts entrent en jeu, c'est là que les managers par la valeur gèrent, en fait, les besoins des clients. Et puis ensuite, on livre des produits. Alors, quand on livre des produits, effectivement, on va effectivement arriver à créer une valeur potentielle. Et la valeur est potentielle parce qu'elle ne sera réalisée qu'au moment où le produit sera utilisé. Si on reçoit un nouveau téléphone mobile, par exemple, comme celui-là, ben, si on n'utilise pas, il n'y a pas de valeur. On a dépensé des sous. Au contraire, c'est une dépense. Donc, pour effectivement qu'on puisse réaliser ou créer de la valeur, il faut que ce soit mis en opération. Et là, on va créer de la valeur. Mais pour que cette valeur au niveau de l'entreprise soit réalisée, il faut intégrer les résultats, effectivement, pour pouvoir générer de la valeur. C'est-à-dire que, par exemple, ce qu'on va voir, c'est que des résultats vont avoir, on peut les mesurer de façon absolue. Par exemple, on peut avoir créé une nouvelle usine ou un nouveau système de fabrication qui va générer plus d'unités, de plus haute qualité, euh, plus vite. Alors ça, c'est un résultat. Donc ce résultat se mesure indépendamment du contexte. Par contre, pour avoir de la valeur au niveau de l'entreprise et des bénéfices, comme on dit, il faut aussi que le marché soit prêt à recevoir ces unités supplémentaires de meilleure qualité. Si, par exemple, on n'a pas fait une campagne de marketing, si notre produit n'est pas adapté au contexte, n'est pas adapté au marché, on va se retrouver à ce moment-là avec un surplus. Et à ce moment-là, c'est en fait plutôt une perte de valeur. Donc, il faut bien savoir que pour réaliser la valeur au niveau de l'entreprise, il faut bien intégrer les résultats dans un ensemble. Il faut que tout soit calculé. Et pour faire ça, comme disait Alexandre aussi, il faut continuellement s'adapter à ce qui se passe dans l'entreprise, dans son contexte aussi. C'est-à-dire que, par exemple, on va mesurer est-ce qu'on s'aligne bien avec les objectifs de l'entreprise et est-ce que les solutions qu'on apporte sont réalistes, sont réalisables, c'est-à-dire est-ce qu'on a les ressources, les capacités pour les réaliser. Si on n'a pas cette équation bien établie et qu'on n'a pas un équilibre entre les deux, entre l'alignement et la capacité de réaliser, ben à ce moment-là, on n'aura pas de valeur. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que toute mesure de valeur qui est basée sur une estimation prédictive, c'est-à-dire que, par exemple, tout à l'heure, Cédric parlait, par exemple, de l'utilité versus les ressources dépensées pour y arriver, ou la satisfaction du besoin. On estime ce besoin, on en fait une estimation prédictive, on estime les ressources nécessaires, mais ça nous amène à une mesure de valeur potentielle. Pour avoir une mesure de valeur réalisée, il faut être continuellement s'adapter aux besoins et il faut intégrer tous ces éléments ensemble pour tenir compte du contexte. Merci beaucoup, Michel, pour cette présentation plus globale encore de ce qu'est la valeur dans cette chaîne de la valeur. Et il nous reste quelques minutes, je crois. On a un peu dépassé le temps pour répondre à vos questions et avoir accès à nos experts, Michel, Lucie, qui est intervenue tout à l'heure, et Alexandre dans cette agilité. Alors merci pour toutes ces réponses que vous nous avez données. J'aimerais qu'on puisse conclure cette présentation sur un des thèmes qui était annoncé, comment créer de la valeur durable. Si on reprend notre équation de tout à l'heure sur cette mesure de la valeur,
comment créer cette valeur durable? Eh bien, comme je vous l'expliquais, d'ailleurs vous l'avez certainement compris et entendu, ça va être en augmentant l'utilité, certes, mais surtout par rapport à la planète et par rapport à cette régénération qui est attendue, on va essayer de baisser au maximum notre consommation de ressources et avoir le minimum d'impact. Mais en plus, si on veut créer de la valeur et créer une valeur positive qui va motiver toutes les personnes à se lancer dans cette durabilité, il faut proposer aux personnes encore plus de réponses aux besoins et leur proposer des impacts positifs que l'on pourrait et que pourrait réaliser cette valeur durable. C'est ce qu'on appelle l'éco-valeur. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à ce webinaire. Pour en savoir plus, alors revenez à notre Lab, Valab, qui donc a créé ces 3 outils qui permettent d'aborder cette approche et mesure de la valeur. Vous pouvez également participer à nos formations en Value Design, un certificat à distance avec des capsules vidéo et puis aussi des accompagnements dans vos projets. Et puis, obtenir une certification à Value Design, une certification d'entrée suite à la formation de Value Design. Et après, en fonction des projets que vous allez avoir réalisés et de votre expérience en analyse, votre professionnalisme en analyse, vous pourrez acquérir des certificats de plus haut niveau, comme le plus haut niveau qui est le Value Design Professional. Merci à tous. Vous pouvez retrouver toute cette présentation au format PDF en allant sur ce lien ou en flashant le code. Également, vous pouvez me contacter pour toute question complémentaire. À très bientôt. Merci encore à Lucie, à Alexandre et à Michel d'avoir participé à cette masterclass. Au revoir.